Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Tatiana Briand. Tatiana est conférencière, formatrice et consultante en négociation, facteurs humains et gestion de crise. Avant cela, de 2004 à 2017, elle a été négociatrice au RAID, l'unité d'intervention d'élite de la police française. Tatiana se destinait à une carrière d'avocate, mais après sa maîtrise de droit, elle découvre le métier de négociateur au RAID et c'est une révélation. Elle quitte ses études et intègre le corps des officiers de police. S'en suivront 13 années d'un travail passionnant au cours desquelles Tatiana vivra d'innombrables situations de crise allant du forcené retranché chez lui à la prise d'otages et jusqu'aux attentats terroristes. Après son départ du RAID, Tatiana a travaillé pour un grand groupe industriel français, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'éthique et de la compliance. Tatiana partage aujourd'hui son expertise auprès de dirigeants, de diplomates, de managers et de collaborateurs d'organisations gouvernementales et privées. En 2019, son livre La voix du raid, négocier pour sauver des vies, écrit en collaboration avec Christine Desmoulins et publié aux éditions Mareuil. Ses nombreux engagements opérationnels lui ont valu de recevoir une distinction du FBI et d'être nommée chevalier de l'Ordre national du mérite. Elle est titulaire d'une maîtrise de droit et possède le grade de commandant dans la police française. Vous pouvez lui écrire sur son site internet www.tatianabriand.com. Tatiana, bienvenue chez les créateurs. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, je voulais commencer par une scène que vous décrivez dans votre livre. Quand vous rentrez d'intervention avec les membres du RAID, le jour vient de se lever et vous êtes assis tranquillement autour d'une table dans un petit restaurant qui jouxte votre quartier général. Et là, vous mangez tranquillement des omelettes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance lors de ces petits déjeuners? Est-ce que c'était une tradition de retour de mission? Oui, ça a été, très longtemps une tradition. Elle s'est perdue un petit peu et puis elle est revenue, mais effectivement, en fonction de l'heure à laquelle, nous terminions, l'intervention et le contexte aussi, hein, dans lequel, cette intervention s'était, terminée, on avait coutume, c'est vrai, de se retrouver, dans une petite brasserie, collée à l'unité pour, faire le petit déjeuner. Donc voilà, le responsable de la brasserie, il connaît évidemment très bien l'unité. Il avait coutume de nous ouvrir, et on se retrouvait, à table pour faire cette tradition, de l'omelette, avant de réintégrer l'unité et de faire le débriefing. Mais c'est vrai qu'on utilisait déjà, le fait de se retrouver autour de la table pour débriefer, parler de l'affaire avant de pouvoir, réintégrer l'unité et attaquer la journée. Voilà, donc et du coup, les fameux débriefings, de retour de mission se passaient juste après, quand vous réintégriez le quartier général, si on peut dire. Et quel était le exactement donc vous faisiez un débriefing immédiat de la mission en rentrant à chaud? Qui était présent? C'était uniquement les membres, de l'équipe d'intervention? Oui, alors en fait, il y a plusieurs étapes quand, on part en intervention. Évidemment, on va débriefer déjà avec les membres de l'équipe et souvent on réintègre l'unité pour le faire. Mais c'est pareil, il y a une temporalité, c'est-à-dire que, si on rentre en pleine nuit et qu'il s'est rien passé, d'extraordinaire, on va attendre le lendemain pour débriefer parce qu'on va permettre en fait aux opérateurs de rentrer chez eux, de se reposer. Parce que quand on est d'astreinte, en fait, on est d'astreinte, du lundi au lundi suivant, de jour comme de nuit, et ce sont toujours les mêmes qui repartent. Donc l'idée, c'est de préserver, aussi la «santé» entre guillemets des opérateurs, de leur permettre de se reposer parce qu'on rentre et on peut très bien repartir 2-3 heures après. Donc l'idée, c'est d'optimiser, tout ça. Donc si on rentre à 2-3 heures du matin, par exemple, et que c'est pas une opération, qui a été, voilà, qui nécessite en fait de se retrouver pour débriefer de suite, on va attendre le lendemain matin ou, quand chacun va réintégrer, l'unité, très rapidement dans les heures qui suivent, on va, mettre en place le débriefing avec toutes les personnes qui étaient présentes au moment du débriefing. Si, il y a eu un engagement de tir, on va faire ce qu'on appelle un diffusing, donc on va le faire sur place, c'est-à-dire qu'avant même de quitter les lieux,
on va, permettre en fait, on va libérer la parole avant même de reprendre la voiture pour que chacun puisse déposer, ce qu'il a à déposer avant de partir. Et ensuite, on fera un débriefing technique de ce qui s'est produit parce que l'idée, c'est que, bah, si on est amené à repartir, il faut qu'on puisse, avoir compris ce qui s'est passé, éventuellement revoir, les procédures s'il faut revoir les procédures, et ça, c'est hyper important pour repartir, plus frais, sur l'inter d'après. Donc les ouvertures de tir, elles vont nécessiter un débriefing à chaud. Et ensuite, et donc ça concerne toujours les mêmes personnes et par la suite évidemment en fonction, de ce qui se sera produit, on fera ce qu'on appelle des retours d'expérience où là, un peu plus posé et souvent plus longtemps après, on portera à connaissance en fait du plus grand nombre, donc à l'intégralité de l'unité, l'affaire dans les grands détails pour que chacun comprenne ce qui s'est passé, ce qu'on en a compris, ce qu'on en a retiré, ce qu'on a mis en place et tout ce que l'on va mettre en place pour les affaires d'après puisque aujourd'hui c'est l'équipe 1 mais demain ça peut être l'équipe 2, 3, 4 donc l'idée c'est que chacun prennent conscience et connaissent en fait, hein, les tenants et les aboutissants d'une affaire. Et dans ce type, d'affaires où il y a justement, matière à parler, Mmh. est-ce que chaque, équipe, puisque vous êtes plusieurs équipes, lors d'un départ en intervention, va plutôt commenter, ce qui s'est passé pour son équipe, par exemple pour la cellule négociation, va commenter ce qui s'est passé puisque vous êtes, je crois, vous étiez en tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça, 2 négociateurs plus un psychologue à Ouais, chaque départ. c'était ça. Vous Mmh. vous commentez, cette, voilà, ce qui s'est passé entre vous et ensuite, le groupe inter, commente ce qui se passe, Ouais, pour le groupe inter, c'est exactement. ça? Ouais, l'idée c'est de pouvoir, reconstituer un peu le puzzle. Donc, chaque spécialité en fait a un morceau du puzzle et donc l'idée c'est de comprendre en fait ce qui s'est produit, à tous les niveaux. Donc en fait chaque spécialité, va parler pour sa spécialité. Donc effectivement, la négo va débriefer, c'est-à-dire que quand on part sur une intervention, souvent, on fait partie des spécialités qui prenons les informations, les renseignements. On va briefer, le groupe d'inter pour dire: «Bah, voilà, on part sur ça, voilà ce qu'on sait, voilà ce qui s'est produit, voilà ce qu'on peut potentiellement trouver à l'arrivée». Et puis, bah, au moment du débriefing, chaque spécialité, en fait, va débriefer, pour sa partie. Et le deuxième débriefing peut se faire, combien de temps après le premier? Il y a le laps de temps, c'est plus une semaine, ça peut être On plusieurs essaye de le mois? faire dans la semaine parce OK. que une affaire chassant une autre, on a très vite, on peut très vite se faire happer en fait, hein, par le quotidien, par les entraînements, par les départs en mission, donc l'idée c'est, de pouvoir faire le débriefing dans la semaine avec l'équipe d'alerte qui était concernée par le sujet. Parce qu'après ça change, Oui. c'est l'équipe 2 qui passe et donc on sait très bien comment ça se passe, hein. C'est un service à dimension humaine donc avec voilà, tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir quand on prend pas les choses à bras le corps, de suite, quoi. Mmh. Alors je voudrais revenir un peu, en arrière sur votre enfance. Vous êtes, l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, donc 4 garçons. Oui. Et vous avez dit que c'est votre personnalité qui vous a permis de devenir négociatrice et non l'inverse, c'est pas le métier de négociatrice qui a changé votre personnalité. Est-ce que vous avez en tête, des moments de votre enfance où vous avez dû justement, gérer vos 5 frères et sœurs, déjà apaiser, être la voix de la raison? Est-ce que ça vous a aidé plus tard? Bah, je crois que j'ai négocié tout le temps avec mes frères, en fait. C'est-à-dire que, mon père est parti très tôt, donc ma mère nous a élevés, seuls, quasiment. Donc elle était, infirmière. Elle travaillait de jour, de nuit. La nuit, elle était infirmière, la journée, elle faisait, plein de petits boulots et du coup, moi, très vite, j'ai eu la responsabilité de mes frères donc ouais, effectivement, assez rapidement, il a fallu que, voilà, qu'on arrive, à trouver, tous un terrain, d'entente. Voilà, parce que 4 frères, c'est pas toujours simple à gérer. Ma sœur est arrivée un petit peu plus tard, mais voilà, donc d'aussi loin que je me souvienne, oui, il fallait effectivement, il fallait, il fallait gérer les repas, il fallait gérer, les devoirs, il fallait, gérer, les sorties, il fallait gérer l'entente entre, les uns et les autres. Donc voilà, avec la responsabilité, qui incombe, aux aînés, voilà. Je pense que tous les aînés se reconnaîtront un petit peu, voilà. Sûr. Hem,
Donc on va avancer un peu. Quand vous avez 16 ans, Mmh. vous lisez Le Pull au vert rouge qui vous donne envie de devenir avocate. Oui. Et puis après 5 ans de droit, vous décidez finalement de changer de voie, Mmh. en partie parce que vous sentiez que vous auriez des difficultés à lier droit et morale en défendant, des criminels Oui. sur des cas que vous n'auriez pas forcément choisis. Mmh. Et du coup, vous devenez négociatrice et vous finissez, vous arrivez dans une voie, finalement, où vous serez au contact direct, de forcenés, de preneurs d'otages. Est-ce que c'est, cette immédiateté, du travail, la plongée dans l'action pour résoudre une crise ou même éviter qu'elle dégénère, qui vous a séduite, à contrario de la lenteur administrative, des tribunaux, finalement? Oui, alors il y a plein de choses qui m'ont séduite dans ce métier, effectivement, à l'inverse du moi, j'étais passionnée par mes études de droit, hein, j'ai vraiment adoré le droit, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais c'est vrai que, comme vous l'avez très justement rappelé, je craignais en fait de pas, avoir cette capacité intellectuelle à me concentrer que du point de vue du droit, voilà, sur certains sujets douloureux. Et en fait, ce que j'ai trouvé au service, c'est mais vraiment la réalité de ce métier, c'est ce qui m'a plu, c'est que j'étais pas là pour les juger, j'étais là pour comprendre et surtout j'ai très vite compris que l'unité avait cette capacité en fait de mettre comme point d'entrée à la résolution des conflits, l'option de la négociation. Voilà, sous l'angle de la communication, pour toute alternative à la force et j'ai trouvé ça assez puissant en fait. Je me suis dit: «Mais en fait, ça veut dire que même dans les situations particulièrement dégradées, on peut proposer une autre option que l'intervention physique et ça m'a vraiment séduite et effectivement, alors l'immédiateté parce que, d'abord parce qu'on est dans quelque chose, voilà de mouvant, de vivant, de très réactif. Moi j'étais, heu très sportive. Je voulais pas un quotidien, je voulais quelque chose qui change tous les jours, et bon, moi ça a répondu évidemment à tout ça, mais la philosophie même de la négociation de crise, ça avait énormément de sens en fait pour moi et de pas les juger parce que c'était pas mon rôle, mais d'essayer de comprendre pour débloquer des situations et ouvrir des voies, hem, ça a fait écho en fait. Ouais, on est plus dans l'aide et dans la prévention, même si on est déjà, dans une situation de crise. Oui, C'est de la prévention, éviter que ça devienne, pire, en fait. C'est mais c'est justement ça en fait, calmer. c'est voir quelles sont les autres options moins funestes, que l'on peut mettre en place dans une situation particulièrement dégradée quoi. Mmh. Oui, plutôt que d'arriver une fois le fait accompli et d'essayer de, voilà, trouver, Mmh. des solutions. Dans votre formation, vous avez fait vous êtes admise au concours d'officier, on va y revenir. Oui. Et Mmh. après 18 mois de formation, généraliste, vous êtes affecté tout d'abord à un commissariat, Oui. d'abord en uniforme pour traiter des affaires de tout venant, puis en civil pour, gérer des affaires, plus graves ou plus complexes. Lors de ces 3 premières années, vous êtes souvent amené finalement à pratiquer, une forme de négociation, que ce soit avec les équipes, lors des confrontations ou d'appels à domicile. Quel souvenir gardez-vous de ces premières négociations non officielles, qui font partie du travail de policier finalement? Eh bien, je réalise en fait que, je réalise toute l'importance en fait du facteur humain dans les métiers de la police. Alors moi déjà je découvre l'univers professionnel, hein, parce que c'est mon enfin je découvre l'univers professionnel. J'étais surveillante dans des établissements pendant que quand j'étais étudiante. Donc en réalité, j'avais déjà commencé à travailler, mais vraiment ma première expérience professionnelle, en dehors de mes études, c'est celle-ci. Donc d'abord, je découvre l'univers police parce que, personne dans mon entourage, est dans la police. Donc je découvre, ça, et je découvre vraiment l'aspect, humain, l'aspect de solidarité, l'aspect, d'entraide, la difficulté, la réalité de ce métier, en fait, auquel je vais m'attacher alors que j'étais pas du tout, je pense que j'avais pas du tout visé, le métier de la police, hein. Et je me rends compte surtout, de l'importance en fait de la relation, quand on est avec les gens, avec la population, qu'elle soit, ce que j'écris dans le livre, qu'elle soit délinquante ou victime, on est constamment dans la relation
on est constamment dans de l'émotion et dans un cas comme dans l'autre, que ce soit des délinquants ou des victimes, il y a une attention particulière, une relation à construire avec l'autre pour pouvoir interagir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir, aider, et ça, c'est assez puissant et je vais découvrir tout ça et je vais être dans de la négociation, tout le temps, en fait. Et même avec vos collègues, parce que vous arrivez, en fait, vous avez un poste d'officier et Oui, c'est votre premier travail dans la police. c'est ça. Ça a dû être aussi particulier au début, au moins? Bah, c'est particulier parce que, j'arrive, je suis jeune, sauf que j'ai une fonction de commandement. Ça veut dire que je vais commander, des équipes, des brigades de gens qui connaissent le métier et qui sont dans le métier depuis, des années déjà. Donc il faut avoir, beaucoup d'humilité quand on arrive parce qu'on a les galons sur les épaules, c'est vrai, mais ça fait pas tout. Hem, il faut, heu, il faut pouvoir être proche de ses équipes. Il faut pouvoir, gagner aussi, leur confiance si on veut, être accompagné, et qu'ils nous montrent aussi, la voie. J'ai beaucoup, mais ça je pense que c'est une question d'éducation, j'ai beaucoup appris. Je suis toujours partie du principe que, j'avais tout à apprendre en fait, hein, des gens avec lesquels, j'ai travaillé et c'est vraiment eux qui m'ont amenée à comprendre, heu, comment j'allais, trouver ma place et comment j'allais, évoluer. Donc on est constamment effectivement dans la négociation, mais moi je le dis tout le temps quand on parle de négociation, on me demande plein de techniques, mais je dis souvent que la négociation, c'est 50 de savoir-être et la posture, c'est ce qui va vous permettre effectivement de réussir à vous poser. Ça me fait penser, aux étudiants en médecine, Mmh. les internes qui arrivent dans un hôpital et qui doivent composer avec les équipes infirmières qui sont là depuis 30 ans. Et C'est un ouais. peu la même donne, parce que Mmh. c'est l'interne qui prescrit, qui décide, mais sans expérience finalement, ou très Bah peu. oui, on Donc peut c'est pas un arriver en peu. terrain conquis, quoi. Mmh. Et donc ça, ce sont un peu les qualités, que vous avez, développées pendant ces 3 années qui vous ont servi plus tard, quand vous êtes devenue, négociatrice? Et oui, alors L'écoute, développer voilà, l'écoute? c'est ce que j'allais vous dire. L'écoute vraiment, mais l'écoute pour comprendre en fait, hein, alors cette fameuse empathie dont on parle et qu'on recherche chez les négociateurs, ce qui est assez puissant puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre, sans ressentir et qui va vous permettre toujours d'avoir cette distance et cette maîtrise émotionnelle. Donc ça, c'est hyper important. Donc développer là, cette écoute, cette empathie pour continuer d'avancer avec l'autre, pour comprendre que chacun, a, ses demandes, ses besoins, heu et qu'il va falloir trouver un juste milieu pour essayer de s'entendre. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Vous allez, mais comme tout à chacun, on va rencontrer des gens très différents dans le cadre de son travail. Des personnalités avec qui c'est plus simple, d'autres avec qui c'est plus compliqué. L'idée, c'est de se dire, «Je peux pas changer les gens, je peux pas changer le contexte, je peux pas changer l'environnement, je peux pas changer la problématique. La seule chose sur laquelle j'ai véritablement un pouvoir de modification, de changement, c'est moi». Donc ça veut dire que prendre conscience que le changement, il passe d'abord par soi pour pouvoir espérer impulser le changement chez l'autre. Donc ça, je l'ai compris assez rapidement. Oui, trouver un angle de vision un peu différent, Mmh. que juste, une réaction, Mmh. impulsive, on va dire, aux événements, en fait, c'est ça? Bah, essayer de comprendre ce qui, génère en fait ce que l'on perçoit comme étant, de l'impulsivité, par exemple. Mmh. Voilà, donc c'est aller confronter aussi sa perception pour éviter de partir sur un mauvais chemin. Mmh. Donc après ces 3 années, il y a une offre d'emploi qui apparaît pour, Oui. un nouveau négociateur, au Mmh, RAID mmh. et donc vous avez que 3 ans d'expérience. Apparemment, il te fallait 5 ans, d'expérience, hein, pour, Ouais, être 50 officier, pour services, ouais. être, donc on vous le signale, mais au lieu de vous résigner, vous écrivez directement au chef du RAID pour le convaincre de vous laisser au moins passer les tests et ça Mmh. fonctionne. Il faut quand même beaucoup de confiance en soi pour écrire une telle lettre. D'où ça vous est venu cette assurance, cette confiance? Est-ce que vous aviez toujours été comme ça ou c'est parce que c'était vraiment tellement important pour vous que Alors, vous y êtes allé? je sais pas si c'est, de la confiance en moi, parce que je suis pas sûre, que je l'étais et je le suis pas toujours d'ailleurs. C'est juste que, alors ça c'est vrai, ça me vient aussi de mon éducation, c'est-à-dire que j'ai été élevée, avec une mère qui m'a toujours dit, que si j'allais pas explorer les chemins, par moi-même, voilà, j'aurais pas les réponses ou j'aurais pas les rép les réponses, heu, que j'attends si je laisse à d'autres faire, des choses à ma place.
Donc elle m'a toujours dit: «Même si tu as des doutes, même si tu es pas sûr, va explorer, comme ça tu auras des réponses à tes questions». Quand j'ai, décidé de postuler pour le RAID, je savais pas du tout, hein, si j'étais faite pour ça, je savais pas si ça allait me plaire, mais c'était viscéral, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi, qui me disait qu'il fallait que j'aille explorer ça. Et quand on m'a dit: «Beh, c'est pas possible, vous êtes trop jeune, vous pouvez pas postuler», c'est pas tant que j'ai pas écrit en me disant: «J'ai confiance», je me suis dit: «J'ai écrit parce que j'ai le sentiment qu'en fait j'avais pas le choix, il fallait que je fasse ça pour tester, pour tenter, parce que j'aurais eu le regret de pas le faire sinon». Et quand j'ai écrit, j'ai vraiment, j'ai expliqué en fait les raisons pour lesquelles, j'étais rentrée dans la police et pourquoi je voulais passer les tests du RAID. Heu, Parce que ça me semblait être une évidence, en fait. Il fallait absolument que j'aille explorer ça. Mais j'étais pas sûre du tout de ce que ça allait produire, hein, et quand je me suis présentée, au test, j'étais même pas sûre d'être à ma place. Je savais juste qu'il fallait que j'aille explorer ce chemin. Voilà. Donc j'avais pas du tout de certitude. Et on vous en a reparlé de cette lettre, plus tard, ou Non, on m'en a pas parlé. On m'en a pas mmh, parlé. Alors bien sûr, je l'ai gardée. Elle est dans un carton, avec, tout ce qui concerne, l'unité. Voilà. Est-ce que je le ressortirai un jour? Je sais pas, mais voilà, j'ai tout gardé de cette époque, ouais. donc une fois que vous êtes, acceptée au moins pour, passer les tests, Mmh. il y a une sélection qui est assez dure. Il y a notamment des tests psychologiques pour, Oui. quel était le but principal des entretiens avec les psychologues? À quel rythme ils se sont faits et sur quelle durée? Alors il y a 1 semaine de sélection. On a eu 3 entretiens, enfin moi j'ai eu 3 entretiens, un psy d'1 h 45, ce qui est beaucoup, ce qui est Oui. même très, très long. Et donc l'idée c'était d'aller, tester tous les paramètres des candidats, heu, les motivations, pourquoi, ce métier-là, la conscience en fait du risque quand on embrasse ce type de carrière. Alors moi j'ai été vraiment cuisinée sur l'angle de: «Vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes dans un milieu d'hommes». Donc voilà, pour voir effectivement si, j'allais, supporter, la charge, le stress, mon environnement très masculin. Bon, pour moi, c'était pas un sujet, j'étais déjà dans la police, j'étais déjà entourée, d'effectifs, pas exclusivement masculins évidemment, parce que dans les commissariats, c'est plus mélangé, mais bon voilà, c'était pas pour moi, c'était pas un sujet en fait. C'est la psy, parce que c'est une psy qui en a fait elle un sujet pour le coup, mais Mmh. donc voilà, il y a ces tests-là. On va tester aussi, votre capacité, bah, on va tester sur le cran, sur votre observation, sur votre résistance, au stress. Voilà des questions qui sont assez surprenantes. On va les chercher très, c'est assez intrusif, hein, les questions qui sont posées, pour voir un peu comment vous allez, réagir, parce qu'évidemment l'unité, c'est une unité qui est un peu rustique. Vous Voilà, pouvez nous on donner un exemple de question intrusive? question très intrusive, à l'époque, donc moi mon père est d'origine espagnole, et c'était le cas de mon petit ami de l'époque, et la psy m'a quand même demandé si je cherchais pas, dans mon père dans mon petit ami, voilà. Parce que mon père était décédé, et ça, c'est assez surprenant quand même comme type de question, vous voyez? Ou alors, vous êtes jeune, vous êtes jolie, comment vous allez gérer votre féminité, au sein de l'unité? Bon. Oui, ça c'est la psy qui en a fait un sujet comme vous Ouais, disiez, oui. exactement, donc c'était un peu, alors sans doute pour déstabiliser, mais c'est bon, voilà. Parce Vous qu'il leur avez voilà. parlé de vos frères, c'est bon? Non, effectivement, elle m'a pas posé des questions sur ma famille, mais voilà, c'était plus, ouais, centré là-dessus, quoi. C'était assez étonnant. Et au niveau des tests de cran, vous pouvez nous donner, des exemples? Je ne sais pas si c'est secret ou pas, qu'est-ce que vous faisiez Alors faire, quelques-uns, parce qu'on peut pas tout donner, parce qu'aujourd'hui, certains tests sont toujours d'actualité. Mais des tests de cran, vous allez avoir des tests en pleine nuit, par exemple, dans un lac, où on va, vous demander, d'aller vous immerger, dans un lac en pleine nuit avec voilà, vous savez pas forcément qu'il y a des plongeurs, dans l'eau, hein, mais ils sont là pour, heu, pour vérifier, que tout se passe bien. Vous devez aller chercher quelque chose, dans l'eau, il fait noir, vous avez un casque, enfin, c'est un peu surprenant. Voilà, des tests avec des chiens aussi, parce qu'on a des chiens d'assaut, qui vont être, H24 avec nous quand on va être en intervention. Donc l'idée, c'est de voir la réaction qu'on peut avoir aussi quand on est, dans une situation comme ça. Dans des paramètres où il faut gérer la crise, mais il faut gérer aussi,
les équipes. Les chiens font partie des équipes. On n'est pas tous très à l'aise, avec les chiens, surtout les chiens d'assaut. Donc voilà, qui sont Et qu'est-ce qu'il particuliers. faisait faire aux chiens et vous juste Et bah, par exemple, quand on vous fait déambuler dans des environnements, il y a un parcours en fait à faire. Je peux pas trop rentrer dans le détail, mais il y a un parcours et vous potentiellement, dans le cadre de ce parcours, alors vous avez la vue, qui est complètement occultée, vous avez, le nez aussi, qui est bouché, donc vous respirez que par la bouche. Donc déjà, il y a un phénomène, où vous avez le rythme cardiaque, qui, qui est un peu plus haut que d'habitude et puis, bah, vous subissez l'assaut d'un chien, par exemple. C'est-à-dire que vous avez un chien qui vient sur vous à la percussion, donc il est muselé évidemment, mais il vient à la percussion, donc c'est surprenant, 2 ça peut faire mal. L'idée, c'est de continuer à suivre cette ligne de vie là à laquelle vous vous attachez parce qu'à l'autre bout, bah, il y a la sortie et puis à l'autre bout, on vous attend avec les informations qu'on vous a données au départ et cetera. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça qu'on va oui, avoir. Mmh. oui. Comment vous aviez vécu ça, vous qui étiez très sportive et qui aimez l'adrénaline, Bah, très bien c'était pour le coup. oui, C'est très bien. vrai que, comme vous le dites, j'étais très sportive donc j'ai ça a pas été un sujet en fait les épreuves sportives. D'abord je m'y étais préparée, j'étais sportive, je m'y étais préparée donc je trouvais ça plutôt sympa. Ça a été beaucoup plus difficile les entretiens, par exemple, voilà, où je suis beaucoup, moins à l'aise, voilà, parce que, bah, comme vous l'avez compris, c'est beaucoup de questions. 1h45 c'est long. Il y a le grand jury où ça peut être impressionnant parce que vous avez les différents chefs du raid, vous avez les psys, vous avez, les chefs d'unité et là, c'est tout plein de questions, pour savoir, ben, pour déterminer, en fait, pourquoi vous plus qu'une autre ou qu'un autre. Donc là, voilà, il y a un peu plus de pression. Ça a été plus douloureux pour moi que les tests physiques largement. Mmh. Et plus tard, vous avez été, dans, l'autre, position. Vous Oui, avez, participé à la sélection des nouveaux candidats au ouais. poste de négociateur, du RAID, Mmh. des années plus tard. Vous-même à compétences physiques et à connaissances théoriques égales, qu'est-ce qui faisait pour vous la différence entre les candidats? Ce qui faisait la différence entre les candidats, c'est, la posture, la relation. Moi, j'ai toujours dit, à mon équipe, je veux peu importe, on va pas chercher des techniciens, c'est nous qui allons apporter la technique. Donc on est vraiment venu chercher des tempéraments, des postures sur lesquelles on allait venir vraiment, heu, mettre de la technicité. C'est beaucoup plus simple, en fait, de trouver le candidat qui a déjà des qualités intrinsèques qu'on recherche, savoir écouter, avoir de l'empathie, être patient, être combatif, comprendre, en fait, que dans ce métier-là, même si on est policier, il faut savoir poser sa casquette de policier, être en ouverture, jamais dans le jugement. Quand on a quelqu'un qui a compris ça très spontanément, naturellement, venir mettre de la technique, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, en fait. Donc je suis toujours allée chercher, des tempéraments, voilà et puis des gens Et qui avaient compris. à travers des les surtout à travers les entretiens, j'imagine? Les entretiens et des mises en situation, Mise en situation aussi. voilà. D'accord, donc avec, justement avec le RAID, une fois que vous commencez à travailler, vous avez, l'occasion d'intervenir dans des situations, extrêmes où l'humain s'exprime, de façon assez extrême. Ouais. Est-ce que vous avez changé d'avis sur certains points? C'est une question un peu difficile, hein, mais sur la nature humaine, après votre passage ou au cours de votre passage au RAID, avec toutes les situations, que vous avez pu voir? Alors j'ai pas changé, c'est je me suis enfin, là où j'ai évolué surtout, mais je pense que c'était déjà très présent en moi. C'est-à-dire que, j'ai pas pour habitude de juger, a priori. J'essaie toujours de comprendre, d'abord, donc ça je pense que ça fait partie aussi encore une fois de mon éducation. Ça s'est vérifié, confirmé et accentué avec mon métier. Hem, ce que ça m'a appris, c'est que, il faut jamais juger, sur une première impression ou sur, heu, on peut avoir toujours des a priori. L'idée, c'est d'aller essayer de comprendre et il y a des tas de situations en fait, qui ont évolué, et qui ont abouti à une reddition, alors que si on avait pris position, on avait jugé ces gens-là, on serait probablement allés les chercher et on se serait trompé. Donc il y a ce que l'on voit, parce qu'il y a ce que l'on veut nous montrer, en fait et puis il y a ce que l'on comprend quand on prend le temps, heu, bah, de comprendre et d'aller chercher et ce que ça m'a appris, en tout cas ce qui est venu renforcer, de manière assez forte chez moi, c'est, d'aller au-delà de ce que je perçois pour aller essayer de comprendre tout le temps. Voilà, Et de ce qu'on hem vous dit aussi? et de ce Parce qu'on me dit, bien sûr. il y a des fois, vous devez arriver, on vous dit, «On va le chercher, enfin, c'est un fou»,
Puis il Ouais. faut prendre le temps de se faire son propre avis, c'est ça? Mais exactement et c'est pareil pour tout, en fait. Vous voyez, c'est un peu comme quand Ouais. vous arrivez dans une nouvelle organisation et alors avec beaucoup de bienveillance, hein, mais les gens vous disent: «Méfie-toi d'un tel et d'un tel», par exemple. Alors moi, j'ai jamais aimé ça, parce que, chacun, gère, en fait, les uns et les autres, à sa manière. C'est-à-dire que ça va peut-être être plus difficile pour moi de gérer certaines personnes et plus facile pour vous, d'en gérer d'autres. Et vous voyez, moi, j'aime bien arriver dans un endroit où je vais faire ma propre opinion. Mmh. Voilà, j'ai pas du tout envie d'être polluée, en fait, par, alors même si on me dit: «On préfère te prévenir», oui d'accord, mais je préfère aller expérimenter, par moi-même. Donc de manière générale, c'est cette ouverture, d'esprit, parce que ça me permet, d'être jamais dans le jugement, d'être en ouverture et de toujours imaginer qu'il puisse y avoir une issue ou une évolution possible, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je maintiens tout le temps, même avec des tempéraments qui sont difficiles, même avec des gens qui sont fermés, même quand la relation est compliquée, j'essaye toujours, d'aller voir au-delà de ce qui au-delà de la difficulté, en fait. Même si ça peut prendre, des heures comme ça vous est arrivé, en Mais ça prend du temps intervention, ça forcément. prend du temps, ouais. Bah oui, Ouais, parce qu'il faut ça écouter et puis ouais. voilà. Puis il faut comprendre, il faut créer du lien, il faut amorcer un rapport de confiance et tout ça, ça prend du temps. Et avec, ce que vous avez vu, selon vous, qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un, dans une situation de crise? Puisque, vous dites dans le livre que seul un tiers des forcenés sont considérés comme psychologiquement, pathologiques. Ouais, C'est-à-dire qu'il y en a 2 tiers qui sont, pas pathologiques, en tout cas ouais. selon les critères médicaux et qui tout de même basculent, dans une situation extrême. Bah, souvent, alors effectivement dans ces 2 tiers qui restent, c'est exactement ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que dans les 24-48 dernières heures, il y a forcément eu un élément qui fait qu'à ce moment-là, ils ont basculé. Soit parce que c'est une situation, personnelle qui est dégradée. Plus, ça peut être, une relation professionnelle, ça peut être une relation, familiale compliquée, ça peut être une relation amoureuse. Elle se dégrade et là, on a affaire à des gens qui ont plus du tout cette capacité d'agir parce que l'on considérerait, des modes d'action, dits normaux, en fait. Donc là, on a des gens qui, émotionnellement, basculent, sont moins stables, on a chargé la barque, en fait, un peu trop et donc ils arrivent plus, en fait, hein, à être, à résoudre leurs problèmes de manière rationnelle. Donc ils vont basculer. Donc émotionnellement, il va y avoir un trop plein et ce trop plein, il peut s'exprimer de plein de manières, jusqu'à, une manière extrême, celle que l'on rencontre nous quand ils ont décidé de se retrancher ou de prendre en otage un de leurs proches. Et puis après, on a des gens qui vont être plus dans du rationnel, heu, prise de même si on en a moins, mais prise d'otage, par exemple, rationnelle parce qu'on a des gens, qui vont, utiliser des otages comme levier ou comme bouclier pour obtenir quelque chose. Ou alors on a, les thématiques qu'on a eues il y a pas très longtemps, extrémistes. Alors de plusieurs bords, hein. Ça peut être, extrême gauche, ça peut être extrême droite, ça peut être, des individus fanatisés qui, parce que, ils ont envie de faire passer des messages, c'est pareil, vont aller, vont se mettre, dans une situation où ils vont contraindre en fait les autres à les écouter pour obtenir quelque chose. Donc il y a souvent un élément, qui est à l'origine de tout ça et il peut être évidemment très différent en fonction des situations. Et mais dans ces cas d'individus, fanatisés, souvent est-ce que la négociation a aussi, non seulement une place, mais un but pour eux? Ou ce sont des cas quand même, différents de ceux dont vous Alors parliez plus tôt? tous les cas sont différents, c'est-à-dire qu'on a, à l'unité ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types de forcenés, plusieurs types de preneurs d'otages. Ils rentrent toutes dans des spécificités, bien précises, dans des catégories, très précises et pour autant, on ne va pas négocier avec eux de la même manière. Et on ne va pas non plus utiliser les mêmes outils. Ce que l'on va utiliser, de la même façon, de manière, systématique, c'est notre manière de négocier tout court. C'est-à-dire que c'est l'intention de négociation. Pourquoi est-ce qu'on négocie? On négocie pour une chose très, très simple. La mission et notre objectif principal, il est toujours le même, c'est de sauver des vies et c'est de comprendre ce qui se passe pour sauver des vies, quelles qu'elles soient, les vies. Donc la mission, elle est vision stratégique de l'unité, elle est assez basique. Ensuite, on va utiliser, les méthodes de négociation qui sont les nôtres parce qu'on n'est jamais aussi pertinent et aussi efficace qu'en faisant notre métier, en fait. Évidemment, dans le cadre de différentes typologies, on va pas forcément utiliser les mêmes outils parce que ça va pas avoir d'incidence. De la même façon, un schizophrène, on va pas utiliser
Programmation neurolinguistique, on va éviter, par exemple, parce qu'on va éviter que ce soit trop imagé, pour venir, accentuer, un trouble, par exemple. De la même façon que quelqu'un qui est pas du tout, audible parce qu'il est complètement sourd, par exemple, bon, bah, l'idée c'est, on va attendre qu'il descende parce que sinon, il est pas audible, on l'est pas non plus, pour lui. Et vous voyez en fonction du contexte de la personne, on va utiliser les outils ou les méthodes, les techniques de négo qui nous semblent le plus appropriées à l'instant T. Et on va surtout partir du principe qu'on va utiliser la philosophie de la négociation toutes les fois où on va avoir cette possibilité, parce que l'idée, c'est d'aller faire une interaction avec l'autre, comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir réintroduire du choix et donner, d'autres options que celles qui sont initialement prises. Et les individus fanatisés, ils sont pas, ils sont pas une exception à ce titre-là. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser les mêmes méthodes avec eux qu'avec d'autres, mais pour autant, on va négocier quand même. On peut quand même, calmer, ne serait-ce que calmer le jeu, enfin, Bah oui, bien sûr, éteindre c'est un peu des la situation, c'est déjà ouais, beaucoup. ouais, bien sûr. Bah, a fortiori quand ils demandent à rentrer en contact avec nous. On ne refuse jamais le contact à quelqu'un qui le demande. Oui, votre devise, c'est: «L'écoute est notre arme», hein, c'est ça, hein? Exactement. Mmh. Donc vous avez été formé en psychologie, plusieurs techniques dont vous parliez, Oui, hein, PNL, hypnose ericksonienne, analyse transactionnelle et d'autres. ouais. Et vous aviez aussi assisté, je crois, à des entretiens de patients Patient. à ouais, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, en Ouais, tout à compagnie de fait. psychiatres. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus marquant, les plus grands enseignements lors de ces entretiens? J'imagine que pour vous, c'était la première fois que vous assistiez à des entretiens avec des Ouais, médecins? exactement et c'est passionnant, d'abord parce que la clinique, moi, je trouve que c'est passionnant, clairement, et puis c'était voir alors, ce qui était intéressant, c'était de voir la posture du thérapeute, ce qui est pas notre cas, avec son patient quand il était pas en crise, hein, parce que nous, on a assisté à des présentations de patients sous médication, et donc la conduite de l'entretien d'un médecin avec son patient. Alors ça nous a appris déjà une chose, c'est que ce n'étaient pas nos patients, puisque nous, on les a dans des situations de crise criminelle. Donc pour nous, ils sont, heu, de, heu, de la, ils sont du ressort de la police parce qu'ils se sont mis en situation dite de crise criminelle. Ce ne sont pas nos patients et on n'est pas leur thérapeute et on les va les traiter entre guillemets «sous l'angle de la crise criminelle». Donc ça, c'est hyper important. Alors pour autant, mon binôme, c'était un clinicien. Alors c'était important, pas pour le traiter sous le plan de la clinique, mais pour dire: «Attention, quand on est face à cette pathologie, potentiellement, voilà ce qu'il faut éviter de faire». Donc c'était prendre conscience de ce qu'il fallait éviter de faire pour aggraver le phénomène et de voir quel est parce que ce qu'il faut faire, c'est souvent la situation qui le détermine. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir déjà, la posture de certains, le regard de certains. Vous voyez, un schizophrène, il va avoir un regard, très, très, particulier. La distance, physique que l'on va, observer aussi. La manière de s'adresser, à eux, sachant qu'on entendait le thérapeute et on se disait: «Mais nous, on est côté, police, on a aussi nos techniques de négociation». Donc c'était intéressant de voir comment c'était conduit, ce que ça pouvait, générer comme type de réaction et ce qu'on pouvait nous, transposer dans le cadre de nos métiers sous l'angle, police et pas sous l'angle médical, tout en prenant en compte, bah, l'aspect médical parce qu'on peut pas passer à côté, en fait. Est-ce que vous avez aussi assisté à des entretiens avec des patients justement qui étaient en crise? Parce que c'est ce que vous alliez rencontrer? Ouais, c'est ce qu'on allait rencontrer. Non, parce que souvent, quand ils étaient en crise, ils les mettaient pas en public, en fait. Donc on les avait d'ailleurs, c'est arrivé qu'on ait des rendez-vous qui soient annulés parce que le patient étant, en crise, ils le mettaient pas dans une salle pleine d'étudiants, Ouais. pour pouvoir l'observer. Donc là, ça nous est arrivé de faire demi-tour, en fait. Alors Et vous l'avantage de parliez travailler avec un psy oh pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. De travailler avec un psychologue clinicien, c'est que lui, c'était son métier au quotidien, donc il était en capacité de nous dire: «Voilà comment elle va se matérialiser la crise et ce que ça peut provoquer». Et puis après on l'observait nous-mêmes, hein, parce que quand on quand nous on a eu, le 1/3 de ces personnes que l'on avait sous l'angle de la pathologie, c'était inévitablement ils étaient en crise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a, sinon on les a pas généralement. Donc nous, on ne les a pratiqués
qu'en crise. C'est ça. Non, je voulais parler de vous parliez de distance et de regard. C'est-à-dire que parfois, quand vous êtes en position de négociation, Mmh. vous êtes, très proche, vous êtes, Oui. à la porte ou Mmh. pas plus proche que ça, je pense, non? Vous rentrez pas dans les appartements, des choses comme ça? Alors la règle, c'est qu'on ne rentre pas, sauf si les environnements sont figés, c'est-à-dire que, tout est figé à l'intérieur et qu'on peut rentrer en toute sécurité. Donc ça nous est arrivé, hein, évidemment. C'est quand même assez rare. Sinon, on fait le face à face, porte ouverte, en contrebas d'une fenêtre. Si l'individu est retranché dans une pièce de son appartement et que nous, on peut rentrer, bah, on rentre, ça arrive. Voilà, tous les cas de figure sont possibles à partir du moment où, techniquement, on est protégé pour ce contact. Une des grandes forces, du RAID, vous en parlez, c'est l'adaptabilité. Mmh. Justement, tout ce travail en amont qui vous permet de vous adapter à toutes les situations ou au maximum de situations. Ouais. Comment vous travaillez cette adaptabilité? Est-ce que vous ça fait, justement les débriefings, est-ce que vous rejouez toutes les interventions dans tous les dénouements possibles, Oui. Ça c'est un travail quotidien? Alors ça, c'est un travail quotidien. Effectivement, on a une cellule formation qui, s'occupe de mettre en place ce type d'exercice, thématisé toutes les semaines et généralement, on réécrit en fait, on rejoue en fait les situations qu'on a vécues. Voilà, Mmh. donc et on les érige en exercice en fait. Et est-ce que malgré tout cet entraînement, parfois, lors des interventions, il vous arrive de perdre un peu, le fil, perdre un peu votre calme? Et si ça arrive, quelles sont vos techniques justement pour retrouver rapidement, votre calme? Est-ce que ça vous vous appuyez sur, votre environnement, sur vos Mmh. collègues ou est-ce que ce sont, la respiration, la visualisation? Ça vous Bah, est c'est tout arrivé? ça, en fait, c'est tout ça. C'est ça? Alors la 1re chose, c'est d'abord vos collègues parce que, on se connaît bien, hein, on travaille, tous ensemble. Bon, souvent, eux, ils le perçoivent avant, c'est-à-dire ils voient que vous êtes en train de monter, par exemple, en pression, ce qui peut arriver. Donc évidemment, la 1re chose, c'est d'avoir cette capacité à se reposer sur son équipe et avoir une équipe qui comprend, en fait, dans quel état, vous êtes et par les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Donc oui, s'appuyer sur son équipe, c'est assez puissant pour pouvoir se remettre un peu dans le cadre et effectivement, parler de respiration, c'est le 1er exercice que l'on va faire pour se calmer. Évidemment, les signes signaux aussi, c'est-à-dire que si à un moment donné, on peut être, il y a plein de choses qui peut nous remettre un peu, dans l'axe, vous voyez, le fait de se toucher, parce qu'on a un signe signal, qui nous renvoie en fait, à un état particulier, la visualisation, vous en parliez, la respiration, tout ça on le développe, on le travaille. On est plus ou moins réceptif, à certaines, techniques, hein, des techniques plus que d'autres et l'idée c'est d'aller utiliser ou en tout cas de faire appel, à la technique qui, assez rapidement va être efficace, pour nous. Justement, je voulais parler du rapport entre les unités, parce qu'il y a plusieurs Mmh. unités quand vous sortez, Oui. il y a certainement plus que ça, mais il y a le groupe intervention là, négociation, le groupe cynophile, avec les Oui. chiens. Mmh. Il y en a certainement d'autres, Il y en a plein d'autres. il y en a plein d'autres. Vous qui avez été formés dans, différents pays, dont l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne, Mmh. heu, quels sont les points communs ou les différences un peu philosophiques, sur le sujet des relations entre les groupes d'intervention et les unités de négociation selon les pays? Alors, il y a 2 grandes écoles, c'est-à-dire qu'il y a, il y a l'école anglo-saxonne, celle à laquelle on a tous été formés quasi, parce qu'ils ont été précurseurs, hein, dans la négo. C'est pas pour rien qu'on s'est formé au FBI, à Scotland Yard et en Afrique du Sud, hein, au départ de l'unité. Donc là, le socle de la négociation, on est tous assez, d'accord pour dire que, il est le même dans tous les pays du monde. Hem, parce qu'on va tous utiliser plus ou moins les mêmes techniques. En revanche, c'est la philosophie, l'état d'esprit, et la culture dans lequel on va, utiliser ces méthodes-là qui vont être totalement, différentes. Aujourd'hui, on s'est départi de toute cette formation anglo-saxonne parce qu'elle ne correspondait pas en tout point à ce que l'on rencontre nous dans les pays, latins notamment. Et puis surtout, on s'est rendu compte que, on était beaucoup plus efficace, beaucoup plus, performant, en collaborant. Donc on a introduit les négociateurs au sein des groupes d'intervention parce qu'ils constituent à eux 2 l'unité.
Donc, le RAID, c'est l'intervention, c'est la négociation, c'est, toute la logistique qui est à côté et tout ça, ça constitue le RAID. Alors que dans les pays anglo-saxons dans lesquels on est allé se former, on a les équipes de négo, on a les équipes d'inter, elles sont pas forcément, hem, elles collaborent pas forcément, elles sont plutôt même en concurrence, ce qui fait qu'elles ont pas, vocation, à échanger, à partager. Chacun va plutôt, prêcher pour sa paroisse et ce qui peut évidemment avoir des répercussions assez, catastrophiques parfois. Alors que nous, on va travailler les uns pour les autres et on sait que le travail de la négo peut être profitable à l'intervention et inversement, parce que ce qui compte, c'est le RAID. Donc, on a à peu près les mêmes techniques, mais on va pas du tout les utiliser de la même manière parce que, nous, on va représenter l'unité quand eux, ils vont représenter vraiment des spécialités à part entière, Et ça, c'est pas quelque chose dans qui est des en train de groupes changer, différents. c'est quelque chose qui est figé depuis longtemps et qui va Je pense que pas. ça évolue dans certains groupes. D'ailleurs, moi, j'ai été formée, par la task force en Afrique du Sud et quelques années plus tard, on m'a demandé de revenir, en fait, faire de la formation. Alors je me demandais qui j'allais former puisque c'est eux qui m'avaient formée, qu'ils avaient 20 ans d'expérience. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas du tout de la formation négo. Ce qu'ils voulaient, c'était vraiment, c'était la philosophie, en fait, dans laquelle on exerçait la négociation. Et l'idée, c'était, de en fait, de transposer ou en tout cas de leur rapporter le fait que les négociateurs travaillaient beaucoup mieux quand ils travaillaient en collaboration avec l'équipe d'intervention. Donc c'était venir un peu, changer les mentalités. Est-ce que vous pouvez nous, parler un peu de votre travail avec le FBI ou pas du tout? Bah, c'est essentiellement des échanges, hein. Essentiellement des échanges sur, leurs affaires, nos affaires, ce que l'on a compris, la manière que l'on a d'adapter justement, toute cette technicité ou en tout cas certains outils, eu égard à ce que l'on rencontre, sur le terrain. D'accord. Hem, Et oui, je ne juste peux pas rentrer plus dans le détail. Oui, non, mais je me doute. On va parler un peu d'après le raid, parce qu'on n'a Mmh, plus beaucoup de temps. mmh, Donc après 13 ans de service, vous quittez le raid et oui. après un passage comme, conseillère sécurité du groupe Renault, vous changez de poste. Vous passez à la direction de l'éthique et de la compliance comme Mmh. directeur délégué aux alertes professionnelles dans le cadre de la loi Sapin. Ouais. Vous deviez recueillir les signalements, protéger les employés qui osaient signaler des abus, Mmh. ainsi que les personnes visées par les signalements. Bien sûr. Est-ce que c'était à nouveau une sorte de négociation avec plusieurs parties, Mmh. en présence, et avec Complètement. chacun sa propre version de la vérité? Bah, exactement. C'est exactement ça et vous voyez dans les 2 cas, on n'est pas dans le jugement, parce que c'est compliqué les alertes, professionnelles. C'est-à-dire que vous avez une victime, a priori, qui vient, évoquer un fait et donc vous avez, potentiellement, quelqu'un qui est visé dans l'alerte mais, qui n'est pas, jugé, enfin qui est pas, en enfin ça reste à déterminer en fait, hein, s'il est coupable de réellement de ce dont on l'accuse donc même si effectivement c'est très bien encadré sous couvert de la loi Sapin que, le lanceur d'alerte n'a pas que des droits, il a aussi, des devoirs, et c'est à nous aussi de leur expliquer ça, parce qu'il peut y avoir une vraie incidence pour la personne qui est visée dans une alerte, hein, si c'est pas vrai, par exemple, ça il peut y avoir un vrai sujet pour la personne qui est visée dans l'alerte. Donc l'idée c'est d'accompagner les 2 avec, avec beaucoup de bienveillance, jamais être dans le jugement et leur permettre, aux uns et aux autres, de livrer ce qu'ils ont à livrer, heu jusqu'à ce que ça passe, en fait, à une autre étape. Donc effectivement, on est constamment dans la négociation et oui, ça peut s'apparenter, avec dans des proportions beaucoup moins importantes à ce que j'ai pu faire avant, ouais. Mais on reste un peu dans l'éthique, l'éthique Ah qui vous complètement, ouais. Mmh. a donné la décision d'abandonner le métier d'avocate, au départ. Et qui, j'ai l'impression que c'est un peu votre style de négociation de ne jamais mentir, de pas essayer de casser, de plier, et forcener. Non. Ça, c'est quelque chose qui vous est propre ou c'est la philosophie, en France, de la Alors négociation? ça, c'est quelque chose qui m'est propre et c'est pour ça que j'ai trouvé ma place, en fait, dans le dans la manière de pratiquer la négociation au sein de l'unité parce que c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que, on est suffisamment formé, suffisamment outillé pour éviter de tomber dans ces travers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un négociateur qui ment ou, qui manipule, c'est qu'a priori, c'est souvent le choix de ceux qui savent pas faire, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment, compétent, pour pouvoir mettre en place, toute la technicité nécessaire pour justement éviter de tomber dans ces écueils-là. Mmh.
Au RAID, vous viviez des émotions intenses au Mmh. sein d'un groupe soudé. Quelle partie de cette expérience vous manque le plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore besoin de votre dose d'adrénaline? Est-ce que vous la trouvez? Alors, différemment, ça me manque tous les jours, c'est-à-dire que, alors je vais pas dire que les départs au coup de sifflet en pleine nuit me manquent. Donc, voilà, j'apprécie, d'être dans mon lit la nuit ou de pas être appelée le week-end. Ce qui va me manquer, c'est le groupe, vraiment. Je crois que c'est ce qui me manque depuis le début et je crois que c'est ce qui me manquera jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est le groupe, c'est le fait, c'est la cohésion, c'est l'esprit d'équipe, c'est le fait de partir sur ce type d'affaires-là, mais en y étant ensemble, c'est la décontraction, assez impressionnante parfois aussi quand il se passe rien, et l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce type d'unité-là et qu'on n'imagine pas parce qu'on n'est pas tout le temps sérieux et heureusement. Le métier l'est suffisamment pour que voilà, pour qu'on le soit au quotidien donc on a conscience de la réalité de ce métier donc on est sérieux quand il faut y être et le reste du temps, c'est une grande cour de récréation. Moi, c'est ce que je dis assez souvent, ce que j'ai pu observer et c'est ce qui m'a plu aussi. Donc ouais, ça manque, ça manque ce côté un peu cohésion, famille. Ça, c'est des choses qui me manquent et oui, bien sûr, l'adrénaline, en même temps, je vous dis que les coups de sifflet me manquent pas, mais en même temps, c'est cet inconnu de pas savoir sur quoi on va aussi, qui fait que ça vous maintient, donc voilà, c'est un peu tout ça, ouais. Mmh. En tout cas, j'ai trouvé votre livre, passionnant. Merci. Heu, Vous-même, est-ce que vous êtes une grande lectrice? Est-ce que vous avez Oui. des livres que vous donnez, que vous offrez, que vous recommandez souvent? Alors j'ai plein de livres que je recommande dès qu'en fait j'accroche sur un livre, vous voyez, c'est tous ces derniers temps là, enfin il y a un petit bout de temps maintenant, j'avais, lu la toutes les enquêtes, heu mince, je voudrais pas me tromper, Harry Kéber, je crois. Oui, je Voilà, le vois. ouais, je crois que c'est ça, j'ai peur d'écorcher. Bon, bah, ça, j'ai été passionnée, j'ai trouvé les livres étaient géniaux, donc je les ai passés. Voilà, de manière générale, à la lecture d'un livre, quand j'en trouve un sympa, je vais voilà. Celui que j'ai beaucoup, beaucoup offert, c'est Le Petit Prince pour plein de raisons. Voilà, je l'ai offert en roman, je l'ai offert en bande dessinée, je l'ai, voilà, parce que ça me parle beaucoup. Mais, voilà. Mais ouais, j'aime bien lire et je lis tout. Très bien. Bah, merci beaucoup, hein, Tatiana. Je sais qu'on a plus de temps. Ouais, ça Merci va vite, hein, d'avoir, ça ouais, ça passe va très très vite. vite. Mmh. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur votre site internet Oui. www.tatianabriand.com. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.